faut savoir que l'ALIA doit être une ALIA acceptée, une ALIA choisie, une ALIA de conviction. On ne fait pas une ALIA parce qu'on a peur, on ne fait pas une ALIA, sauf pour les Ukrainiens qui eux, subissent évidemment la guerre. Mais pour les Français, on ne peut pas considérer qu'on fait l'ALIA comme ça, en urgence. Et c'est pour ça que je condamne un petit peu, je l'ai écrit, et je condamne un petit peu les appels des autorités, je dirais, israéliennes, à pousser les Juifs à venir en Israël. Il faut que l'ALIA soit choisie, c'est-à-dire qu'elle soit préparée. Tous les gens qui ne préparent pas leur ALIA vont vers un échec, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une différence de mentalité entre la vie en Israël et la vie en France. Il y a un problème de culture, et les gens ne s'habituent pas à la culture, je dirais, anglo-saxonne en Israël. Et ça, c'est un moins. Si vous voyez la plupart des réussites, je dirais, de l'ALIA, ce sont des gens qui s'agglutinent entre eux, entre Français, et ils vivent un petit peu comme des immigrés en France. Alors la question, c'est qu'ils doivent préparer leur ALIA. Préparer l'ALIA, c'est d'abord, depuis un certain temps, au moins 6 mois avant, décider d'apprendre la langue dans son pays. Parce qu'on ne peut pas venir en Israël, ce qui arrive dans beaucoup de cas. L'ALIA des Russes est parfaite. Pourquoi? Parce que les Russes, quand ils arrivent en Israël, ils rentrent à l'Ulpan, ils étudient l'hébreu tous les matins, et l'après-midi, ils se réunissent entre eux, entre Russes, et ils retravaillent les cours. Et ça dure au moins pendant 9 mois. Et c'est donc des cours intensifs, ce qui fait que quand ils sortent de ce cours, ils parlent parfaitement l'hébreu, et donc ils ont la possibilité d'entrer dans des travaux administratifs, les banques. Vous savez qu'en Israël, vous trouvez très peu de gens francophones dans les banques. Pourquoi? Parce qu'on ne demande pas que la langue française, il faut avoir la langue française et connaître l'hébreu, puisque la banque se fait en hébreu. Donc vous allez au service de l'immigration à rue Dizengoff, vous êtes reçu, alors que vous êtes français, vous êtes reçu par des Russes, au mieux par un anglophone et encore. Et donc pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a pas de Français qui parlent l'hébreu pour pouvoir travailler dans ces administrations. Les Français rentrent très vite dans le milieu du travail, ils font un ulpan d'1 mois, ils savent dire bonjour, bonsoir, et ils estiment qu'ils ne doivent pas perdre de temps. Donc ils n'investissent pas à long terme. Alors qu'est-ce qu'ils font à partir de là? Ils n'ont pas de travaux francophones, donc ils sont forcés de travailler chez des francophones. Et à l'heure actuelle, les francophones, que font-ils? Ils font simplement des sites de call center, où ils sont exploités, véritablement exploités, et pour lesquels ils n'ont pas d'avenir, dans la mesure où les call centers se font concurrence entre eux. Et dès qu'un call center fonctionne, il y en a un autre qui vient derrière, qui baisse les prix et qui prend le contrat. Et donc, si on voit un petit peu à l'heure actuelle ce que font la majorité des Olim de France, c'est qu'ils travaillent dans des call centers, ou bien alors ils essayent d'ouvrir un petit restaurant, une petite pizzeria, mais ce n'est pas du tout dans l'esprit français. Un restaurant à Paris marche très bien, le même restaurant ici ne marche pas. J'en ai connu plusieurs qui ont ouvert et fermé. Et donc c'est pour ça que je dis ce qu'il faut, à mon avis, c'est que les personnes qui décident de faire leur ALIA doivent d'abord faire une étude de marché. Que peuvent-ils faire en Israël? On a beaucoup de commerçants, on a beaucoup de commerciaux, et ces métiers-là ne sont pas bons pour Israël. Donc il faut que, et c'est pour ça qu'il faut s'inspirer de ce que font les Américains, avec un groupe qui s'appelle Nefesh. Ben Nefesh est une association qui, elle, prépare les immigrants. C'est-à-dire que pendant 6 mois, on leur donne des cours, on essaye d'étudier leur cas pour savoir ce qu'ils peuvent faire, on leur trouve du travail par avance, on les reconvertit si le travail ne convient pas, on les convertit. C'est beaucoup mieux de suivre des cours à l'étranger, chez soi, que des cours en Israël, parce qu'il y a le problème de langue. Et j'ai le cas d'une réussite de quelqu'un qui a fait une étude de français, qui a dit « moi, je vais vous faire une étude de marché ». Il s'est aperçu, par exemple, qu'il n'était pas, son métier n'était pas du tout adapté au métier en Israël. Et on lui a dit qu'on cherchait beaucoup de gens dans la climatisation. La climatisation, c'est une base essentielle en Israël. Il a donc été suivre un cours de 6 mois à l'Ort, à Montreuil.
il a obtenu son diplôme. Dès qu'il est arrivé ici, il a trouvé un emploi à 12 000 shekels, ce qui est un très bon emploi, étant donné que le salaire moyen est de 6 000 shekels, 7 000. Et pratiquement au bout de 6 mois, il a créé sa propre affaire qui fonctionne à l'heure actuelle. Et chaque fois que nous avons un problème de climatisation, on fait appel à lui et le bouche à oreille fonctionne. C'est-à-dire donc c'est quelqu'un qui a compris qu'il fallait faire une étude de marché et voir quels sont les métiers où on a besoin de gens. Et donc Nefesh Benefesh fait ça aux États-Unis. Alors effectivement, ils ont des fonds. Les fonds viennent de l'agent juive, des associations juives, et les candidats se préparent, on les prépare aux États-Unis, on crée des groupes pour qu'ils s'habituent entre eux, pour aller ensuite vivre éventuellement dans la même région, ce qui fait que ces gens-là, quand ils arrivent en Israël, ils descendent de l'avion, ils ont leur appartement qu'on leur donne en location, avec option d'achat, et ils ont déjà leur travail. Ce qui fait que la réussite est générale dans ce cas-là. Et c'est rare que des Américains de Nefesh Ben Nefesh reviennent, parce qu'il n'y a aucune raison, si vous avez votre travail et votre maison, ben, vous n'avez pas besoin de repartir. Alors ça n'existe pas. Alors on parle en Israël, en France, du groupe AMI. Je pense que ça n'est pas comme ça que doit fonctionner AMI. C'est vrai que nous sommes, nous les Français, très attachés à notre culture. Et que cette culture n'existe pas beaucoup en Israël. Alors, ce qui se passe, c'est que nous nous regroupons entre nous. On crée des associations, on crée des liens. Moi, je vois dans mon quartier, on est à Ramat Aviv, eh bien, on se voit tous les vendredis. On passe de 11 h à 4 h de l'après-midi, on discute, on se rencontre, on échange et on fait des plannings pour la semaine d'après. Alors les plannings, c'est soit des visites de musées, soit des conférences, soit même des repas entre nous, des repas sociaux, je dirais, où on se reçoit. C'est beaucoup plus facile de se recevoir en Israël qu'en France, où on a besoin de préavis de plusieurs mois. Donc ça, le fait de créer un clan, effectivement, alors ça a deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que vous vivez entre Français. Deuxième inconvénient, vous ne vous intégrez pas facilement à la société israélienne. Et c'est le cas, alors, soit ça permet plus facilement, je prends le cas de Ra'anana, où ma fille vit, eh bien leur intégration a été rapide, parce qu'ils se sont retrouvés entre jeunes du même âge, religieux pour certains, et donc ils arrivent à s'échanger entre eux, ils peuvent supporter le choc de la transplantation, je dirais, culturelle, mais c'est vrai qu'ils vivent dans un milieu francophone. Alors là, on ne pourra pas empêcher, mais là c'est inné, je dirais, aux Français. Le Français ne s'adapte pas aux autres cultures, par rapport aux autres, par rapport aux anglophones qui très vite s'habituent, même aux Russes. Les Russes, ils ont une capacité d'adaptation, et vous voyez des Russes qui ont à peine 1 an et on les considère comme étant là depuis je ne sais combien d'années. Donc ça, c'est inhérent je dirais, à la structure de la société française. Mais on peut garder sa culture tout en s'intégrant à la culture israélienne. Ça n'est pas impossible. Mais pour cela, il faut travailler. Il faut travailler dans la vie, dans la structure israélienne, c'est-à-dire avoir un emploi où on pratique l'hébreu. Et à partir de là, vous avez des contacts avec des gens. D'abord, vous pratiquez l'hébreu, vous le parlez, donc vous pouvez voir la télévision en hébreu, vous pouvez aller dans des spectacles en hébreu, vous pouvez surtout vous intégrer à des Israéliens, parce que vous ne serez pas forcé sans arrêt de vivre qu'avec des Français. Mais là, nous retombons sur un problème de langue, et je pense qu'une des raisons fondamentales de la non-intégration des Yordim, c'est déjà la langue. Maintenant, c'est vrai que le travail est très important et que j'ai beaucoup critiqué les décisions du gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement ne fait rien pour améliorer l'intégration des Juifs. Moi, je me souviens, j'étais en mission à IBM en 1970, ça date pas d'hier, mais les immigrants, quand ils venaient, on leur donnait, le lendemain de leur arrivée, ils avaient droit à un appartement, immédiatement, qu'ils louaient, pour une bouchée de pain,
Effectivement, ce n'était pas au centre de Tel Aviv, mais c'était à Bat Yam, c'était à Houlon, c'était à Ramat HaSharon, c'était même à Ramat Aviv. À l'époque, Ramat Aviv, en 70, c'était plein de sable. Et donc, on leur donnait un appartement qu'ils payaient en location, et ils pouvaient, au bout d'un certain temps, le racheter, et tous les loyers qu'ils ont payés étaient déductibles du prix d'achat. Donc, c'est un avantage énorme. Alors ça, c'est pour cela, parce que c'était fait parce qu'il y avait des organismes d'État, des constructeurs d'État, entre autres Amidar, pour ne pas le nommer, qui était une société de construction qui fabriquait, qui construisait pas des HLM, mais des ILM, c'est-à-dire des HLM améliorés. Eh bien, quand vous avez des gens, et j'en ai connu beaucoup, qui ont trouvé leur appartement, qui ont pu faire venir leurs meubles, ils se sont retrouvés dans leur propre élément. Et ensuite, ils ont eu droit à la voiture à moitié prix, ils ont eu droit aux meubles à moitié prix. Donc, le gouvernement avait fait un sacrifice financier qu'il récupérait par la suite. Parce que ces gens-là travaillaient. Et quand ils travaillaient, ils payaient des impôts. Et quand ils payaient des impôts, ben, l'État retrouvait ce qu'il avait investi. Alors aujourd'hui, il n'y a rien de tout cela. Ce qui est pire, c'est qu'à l'époque des années 70, tous les diplômes étaient pratiquement reconnus. Maintenant, les diplômes français ne sont pas reconnus. Et là, c'est un problème important, et c'est une cause importante des échecs. C'est que, moi je vois à Ranana, un dentiste qui n'a pas son diplôme reconnu, et bien que fait-il aujourd'hui? Il organise des repas de Shabbat pour les concitoyens, je dirais, français. Bon, c'est inadmissible après tant d'années. Un diplômé français ne peut pas trouver du travail dans sa profession. Alors je comprends qu'il faille 3 mois, 6 mois pour le former dans la langue, mais quand quelqu'un a travaillé en interne, moi je connais le cas d'un interne, pour être admis dans les internats de Paris, c'est un diplôme de très haut niveau. Ensuite, il a été chef de clinique, donc c'est vraiment quelqu'un qui a pratiqué dans un hôpital pendant plusieurs années. Eh bien, quand il vient en Israël, on ne reconnaît pas son diplôme. Et il y a des gens courageux et il y a des gens pas courageux. Moi, je connais le cas d'une rhumatologue qui a 50 ans, 45 ans, est venue en Israël, mais elle a passé 3 ans, une rhumatologue qui avait un diplôme interne, chef de clinique, et qui a dû passer 3 ans à l'hôpital de Haïfa pour revalider ses diplômes. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Alors pour cela, il faut des lois. Alors on a beau dire, on a un représentant français qui fait beaucoup de cinéma, beaucoup de bruit, je suis désolé de le dire, il n'y a rien de concret. Il y a juste eu, on a entendu qu'on va avoir la validation des opticiens et des kinésis. Il n'y a pas beaucoup de kinésis qui viennent de France, il y a beaucoup d'opticiens effectivement, mais ça ne suffit pas. Nous avons beaucoup d'autres métiers qui ne sont pas reconnus. Ne serait-ce que, moi je prends l'exemple de mon fils, quand il est venu en Israël, on lui a dit, ah bon, tu as fait quoi? Tu as Centrale? On ne connaît pas Centrale. Ingénieur grande école Centrale, tu n'as pas fait la Sorbonne? Ah ben on ne connaît pas, on connaît que la Sorbonne. Mais je vous assure que c'est authentique. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il s'expatrie au bout d'un moment. Parce qu'il y a aussi ce problème important au niveau du travail. C'est qu'en France, c'est valable aussi, c'est qu'on vit avec des réseaux. Vous avez, je prends l'exemple de mon fils, il a les réseaux de Centrale, il y a ceux qui ont le réseau de Polytechnique, il y a les réseaux des grandes écoles, donc il y a un réseau. Quand vous arrivez en Israël, qu'y a-t-il comme réseau? Vous avez le réseau de l'armée, ils se retrouvent à l'armée, vous avez le réseau du Technion, les réseaux de l'université de Jérusalem, et quand vous arrivez ici et que vous demandez un emploi, vous êtes à 2, eh bien on va choisir d'abord celui qui a fait l'armée, et pas le français, qui n'a pas fait l'armée. On va choisir, et ça, mon fils l'a entendu plusieurs fois, la personne qui dit « tu es très compétent, on ne te prend pas, parce qu'on préfère prendre ce russe qui, lui, ne peut pas retourner chez lui, alors que toi, tu as la possibilité de retourner chez lui ». Quand on entend ça, c'est dramatique. Donc vous voyez, donc il y a le choix entre 2 personnes, on prend celui qui est le plus malheureux, je dirais, les Français, eux, pourront à tout moment. Donc, il y a cette mentalité de diplôme qui fait que quelqu'un qui arrive ici, qui n'a pas l'expérience, qui n'a pas de réseau, eh bien, il ne pourra pas rentrer dans des emplois. Et c'est ce qui a manqué. Et c'est ce qui fait que beaucoup repartent, soit peut-être pas en France, ils repartent aux États-Unis. Ils ont des emplois de très haut niveau aux États-Unis, alors qu'ils ont montré leurs compétences déjà en France. Alors c'est pour ça que j'ai dit une première chose, il faut que le gouvernement pense. Alors, moi je vais vous dire pourquoi le gouvernement
a changé par rapport à 70. C'est depuis l'arrivée en 90 des Russes. Les Russes, il faut le dire et il faut l'avouer, quand ils sont arrivés ici, ils sont arrivés avec des papiers faux. Ils avaient des faux permis de conduire. Ils avaient des faux diplômes. C'est facile en Russie de faire un État. Une personne qui était infirmière, elle apportait un diplôme comme quoi elle était médecin. On n'avait aucun moyen de vérifier. Et quand ils ont automatiquement donné le métier de médecin à ces gens-là, quand ils ont été à l'hôpital, les médecins se sont aperçus qu'ils n'avaient pas la compétence. Ils ont commencé à fouiller et ils sont aperçus, après recherche, qu'effectivement, beaucoup de diplômes étaient faux. Et à partir de là, ils ont dit, bon, on va faire, pour tout le monde, on va faire une obligation de stage de 3 ans. Mais je pense que les diplômes français sont suffisamment reconnus et suffisamment vrais pour... Alors on ne peut pas faire d'exception. On ne peut pas dire les Français on vous reconnaît, les Russes on ne vous reconnaît pas. Alors je voudrais dire par exemple que j'ai un cas d'espèce très, très significatif. Il s'agissait de 2 familles de médecins de Marseille qui ont demandé à faire leur ALIA. Et on leur a dit, effectivement, votre diplôme n'est pas reconnu, mais si vous allez dans les territoires, le diplôme est immédiatement reconnu. Parce que dans les territoires, entre guillemets, nous ne sommes pas en Israël. Donc la loi n'est pas la même, celle qui s'applique. Donc ces gens-là ont fait leur ALIA, ils ont été dans des territoires, ils ont soigné, dès le lendemain, ils ont soigné des Israéliens qui étaient dans ces territoires. Mais au bout d'un moment, les familles ne se sentaient pas très, très à l'aise dans les territoires. Ils ont demandé, vous savez, les territoires c'est un peu isolé, les gens qui viennent de Marseille, ils ont besoin un peu de la capitale. Et donc, ils ont demandé à changer de corps, alors qu'ils faisaient partie de la Coupe Patrolim, ils faisaient partie des caisses d'assurance maladie dans les territoires. Ils ont demandé à être mutés et d'aller, par exemple, à Ranana. C'était leur question, la demande. Eh bien, on leur a dit, votre diplôme n'est pas reconnu. Votre diplôme n'est pas reconnu à Ranana, donc vous êtes forcé de repasser, mais il a dit, ça fait 1 an que je pratique. Vous avez pratiqué dans des territoires, mais la loi n'est pas la même. Donc ces gens-là ne se sont sentis lésés et ils ont décidé de rentrer. Ils ne pouvaient pas rentrer à Marseille. Ça leur coûtait trop de questions auprès des gens, parce que vous savez, quand les gens font leur ALIA, ils ont tendance un petit peu à être volubiles, à expliquer à tout le monde qu'ils vont partir, qu'ils vont aller dans leur pays, etc. Et ils se sentaient très mal d'avoir à retourner et recommencer tout, d'autant plus qu'ils avaient vendu leur maison, ils avaient vendu leur cabinet. Et j'ai vu ces gens-là qui étaient revenus à Paris. Et à Paris, ils étaient inconnus, tant mieux, mais leur diplôme était reconnu. Ils sont immédiatement rentrés dans un dispensaire, ils ont travaillé, progressivement ils ont fait, pratiquement au bout de 3 mois, 4 mois, ils se sont réintégrés à Paris, mais je leur avais demandé de venir pour éventuellement nous parler et d'expliquer aux gens. Eh bien, ils m'ont dit on n'est pas prêt à parler, pour 2 raisons. D'abord parce que notre échec n'est peut-être que personnel, c'est peut-être de notre faute si on a échoué, et pas forcément du pays. Et puis deuxièmement, on ne veut pas que des gens qui veulent faire leur ALIA soient découragés. On n'est pas là pour décourager, et on craint que notre intervention puisse être interprétée comme une attaque contre Israël. Donc ces gens-là ne parleront pas, ils ont tort. Ils ont tort parce qu'en parlant, ça peut servir de modèle de ce qu'il ne faut pas faire ou de ce qu'il faut faire pour les gens qui viennent. Et donc vous n'aurez pas de possibilité. Pour une émission de Arte, j'ai cherché pendant très longtemps, je n'ai pas trouvé de gens, je connaissais, mais je n'ai pas trouvé de gens qui acceptaient de parler à visage découvert. Or moi, je refuse les gens qui parlent à visage couvert, parce que pour moi, ça manque de courage, et pour moi, il y a un doute sur ces gens qui parlent. Mais je n'ai trouvé personne qui acceptait de parler à visage découvert. Et on n'a pas trouvé. Et l'émission ne s'est pas faite. Absolument. C'est-à-dire qu'ils sont sensibles à Israël, ils ont honte aussi d'avoir échoué. C'est pour ça aussi que c'est un problème. Comment se fait-il qu'ils n'aient pas réussi alors qu'il y a beaucoup? Donc ils ne sont pas prêts à casser du sucre sur Israël et il y a une certaine déception qu'ils ne veulent pas partager. C'est une déception qui est la leur et je pense qu'on aurait intérêt plus
à accompagner ces gens au retour pour essayer de voir, faire des réunions avec eux, faire des réunions privées. On n'a pas besoin de faire ça à la radio, à la télévision. Mais de la même façon qu'Israël, que l'agent juif fait des réunions avec les futurs partants, moi je pense qu'il est bon que ces gens-là viennent. Alors effectivement, ça va décourager 2, 3, 4 couples à ne pas faire leur alia, mais ça permettrait peut-être à 10 couples de ne pas retourner. À l'heure actuelle, le volume des retours est trop important pour 2 raisons. Parce que il est important parce que très souvent, le retour, c'est la sauvegarde d'un couple. Vous savez, beaucoup gardent leur emploi. Alors, soit les médecins qui gardent leur emploi, qui travaillent 3 jours par semaine à Paris, ils rentrent le week-end en Israël, soit ceux qui travaillent 2 semaines à Paris, ils rentrent toutes les 2 semaines, mais cela entraîne un problème fondamental, c'est la rupture avec la famille. La rupture avec la famille, pendant 2 semaines, les enfants sont sans leurs parents, sans leur père, la femme est sans le mari, et il se crée un problème fondamental, c'est-à-dire qu'il y a une cassure dans le couple et avec les enfants. Et beaucoup, au bout d'un moment, réfléchissent et estiment que pour sauvegarder le couple et pour sauvegarder l'unité de la famille, eh bien, il faut se regrouper à nouveau, c'est-à-dire que les gens retrouvent leur mari dans leur pays d'origine.